Si les États et les organisations internationales sont les sujets de droit international, les sujets spécifiques de l'ordre international, le droit international connaît également une deuxième catégorie de sujets qui sont les sujets internes, grand B, les personnes physiques et morales de droit interne, sujets du droit international. Les personnes physiques, les personnes morales du droit interne, associations ou sociétés commerciales, but lucratif ou non, ces entités du droit interne sont également des sujets du droit international. Ils le sont en ce sens qu'ils ont la personnalité internationale, mais également dans le sens où ils bénéficient d'une certaine capacité internationale. Ils ont d'abord la personnalité internationale. Le principe en vertu duquel le droit international peut conférer directement des droits et des obligations aux personnes physiques et morales du droit interne, ce principe a été posé dans un avis célèbre rendu par la Cour permanente de justice internationale en 1928 dans l'affaire dite de la compétence des tribunaux de Dantzig. Dans cette affaire, la Cour considère que le principe est que les traités internationaux sont faits pour créer des relations juridiques entre États et s'adresse à eux seuls. Mais la Cour considère également que l'intention des parties peut être, donc par exception, du moins 1928, c'était une exception, par exception, de créer des droits et des obligations directement pour les particuliers qu'ils pourront ensuite invoquer, notamment devant les juridictions internes. Alors il y a un débat sur le sens originaire de cet avis. Probablement en 1928, il voulait dire autre chose. Il reste que, comme souvent en droit, avec le temps, l'avis a été interprété, réinterprété, et aujourd'hui, il est considéré comme l'avis fondateur pour un principe incontesté, qui est celui que les traités peuvent créer des droits et des obligations directement pour les personnes physiques et morales du droit interne, qui deviennent ainsi des sujets du droit international. Mais des sujets qui sont en principe incapables. Ils n'ont pas la capacité. Au sens où si un particulier se plaint de la violation d'un droit internationalement garanti, il doit s'adresser aux juridictions nationales. S'il n'est pas satisfait de la solution des juridictions nationales, il doit s'adresser à son ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères de son État, et lui demander à lui d'agir à sa place, notamment en protection diplomatique. Il n'est pas lui-même directement capable d'engager une procédure internationale. Et effectivement, c'est le principe, l'incapacité du sujet interne. Il reste que, et c'est le grand changement depuis la fin du second conflit mondial, il reste que les exceptions se sont multipliées. Et les cas où le particulier a directement lui-même la capacité de saisir le juge international se sont multipliés. Ils se sont multipliés dans principalement 4 ou 5 domaines. D'abord, dans le domaine des droits de l'homme, avec la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte sur les droits civils et politiques, avec le protocole facultatif, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, la Convention africaine. Donc, dans le domaine des droits de l'homme, on a vu se multiplier des procédures qui permettent directement aux particuliers de saisir la juridiction internationale, la Cour européenne des droits de l'homme notamment. Deuxième domaine où la capacité s'est manifestée, c'est le domaine de la protection de l'investissement à l'étranger, avec la capacité pour le particulier, l'investisseur, de déclencher directement la procédure arbitrale internationale. Troisième domaine classique est celui de la fonction publique internationale, mais qui est un domaine qui est réservé naturellement aux agents de l'organisation qui peuvent saisir ces juridictions internationales spécialisées que sont les tribunaux de la fonction publique internationale. À côté de ces 3 domaines, la capacité s'est manifestée dans 2 autres domaines de façon différente. D'abord dans le domaine répressif, avec la création des tribunaux pénaux ad hoc, et puis surtout
la création de la Cour pénale internationale. Pour la Cour pénale internationale, la capacité, d'abord une capacité passive, c'est la capacité de subir la procédure internationale pour la personne qui est accusée d'avoir commis un crime contre l'humanité, un acte de génocide, ou un crime de guerre, ou plus tard un crime d'agression. Mais également, il n'y a pas la possibilité pour les victimes de se constituer partie civile. Donc il n'y a pas une capacité d'action de la victime. C'est le procureur qui agit devant la Cour pénale internationale. Il reste que les victimes, même si elles ne peuvent pas forcer le procureur à agir, ont des droits dans la procédure et peuvent obtenir l'indemnisation, peuvent participer à la procédure. Donc il y a une capacité qui ne va, pour les victimes, qui ne va pas jusqu'à la partie civile du droit français, mais il reste que des droits lui sont reconnus. Enfin, dernier domaine un peu particulier, c'est celui de la fiscalité internationale. Dans ce domaine, dans les conventions sur la double imposition, il y a une procédure un peu particulière parce qu'elle est déclenchée par le contribuable, par le particulier, mais ensuite, le particulier s'adresse à l'administration fiscale et il déclenche la procédure et puis s'efface, car la procédure devient une procédure de négociation amiable entre les deux administrations fiscales qui trouvent, oui ou non, une solution à la question fiscale soulevée par le contribuable, et à ce moment-là, le contribuable retrouve son rôle, car il peut soit accepter la solution amiable, soit la refuser et continuer une procédure devant le juge national. Donc, voilà les sujets internes, jadis simples objets du droit international, sont devenus ensuite des personnes du droit international avec des droits et obligations, et de plus en plus des personnes capables, notamment dans certains domaines sensibles, comme celui des droits de l'homme ou du droit des investissements. L'élément clé, encore aujourd'hui, un des éléments principaux, sous réserve de la protection des droits de l'homme, un des éléments clés est, dans le statut des sujets internes, est la nationalité. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, avec la réserve des droits de l'homme, sur laquelle on dira un mot, encore aujourd'hui, l'essentiel des règles internationales pour lesquelles le particulier a une capacité sont des règles internationales qui prennent en considération la nationalité, une capacité et une personnalité, sont des règles internationales qui prennent en considération la nationalité de la personne. La nationalité est donc un élément clé, c'est cette relation qui unit une personne, physique ou morale, à un État. Le droit international n'encadre pratiquement pas, quelques situations exceptionnelles, mais n'encadre pratiquement pas l'octroi de la nationalité. L'État choisit les règles qu'il retient pour l'attribution de la nationalité, pour l'octroi de la nationalité. S'agissant des personnes physiques, pour l'attribution à la naissance de la nationalité, deux systèmes coexistent. Le système dit du ius sanguinis, du droit du sang, c'est-à-dire de l'acquisition par filiation. On a la nationalité de ses parents, au moins l'un des deux, et le système du droit du sol, le ius soli, en vertu duquel on a la nationalité du lieu où on est né. Alors, aujourd'hui, il y a généralement un panachage avec les deux systèmes dans la plupart des États, même si la tradition des États d'émigration est attachée au ius sanguinis qui permet de maintenir le lien avec le migrant, et la tradition historique des États d'immigration, qui recevaient l'immigration, comme les États d'Amérique, c'est plutôt le droit du sol qui permet justement l'intégration plus rapide du migrant. Au-delà de ces traditions historiques, donc les deux pratiques coexistent. En France, par exemple, il y a à la fois
il y a le droit du sang avec la possibilité de l'acquisition automatique, de l'attribution automatique de la nationalité française aux personnes dont un des deux parents, père ou mère, est français. En revanche, il n'y a plus de droit du sol en France. Ce qu'il y a, c'est la double naissance. C'est-à-dire, si à la fois la personne en question et l'un ou l'autre des deux parents sont nés en France, alors il y a une attribution à la naissance. Mais la naissance seule ne suffit pas. Hein. Il faut alors la double naissance. Donc, il y a aujourd'hui une tendance dans certains États européens à privilégier le droit du sang, qui a cependant un problème fondamental, qui est un problème de preuve. Hein. Le droit du sang est très difficile à prouver, parce que si, évidemment, si on transmet le sang par la nationalité d'un des parents, il faudra prouver que le parent qui a transmis la nationalité avait lui-même la nationalité française, par exemple, donc il faudra se tourner vers le grand-parent, puis le père du grand-parent, etc. Donc il y a toujours des problèmes de preuve dans la filiation accordée iure sanguinis. Dans la plupart des systèmes, il y a également juridiques, il y a également des possibilités d'acquisition ultérieure de la nationalité française, soit par le mariage, soit par le mariage suivi d'une certaine période de vie commune sur le territoire national, soit par un acte administratif qu'on appelle la naturalisation, qui est un acte individuel qui confère la nationalité à son bénéficiaire, et éventuellement les enfants nommés par l'acte de naturalisation. Le droit international connaît ces systèmes, ces pratiques, pour lesquels il y a des convergences, et des différences, des évolutions. Il les connaît et, dans l'ensemble, il se limite à donner effet à ces choix du droit national, c'est-à-dire que le droit international renvoie au droit national et considère que si une personne a acquis la nationalité conformément à un droit interne, alors elle peut en bénéficier dans l'ordre international. Simplement, il faut que cet octroi de la nationalisation, cette acquisition, ait eu lieu de bonne foi, bona fide. Il ne faut pas qu'elle résulte d'une manœuvre destinée à contourner l'application ordinaire des règles internationales. Et donc, pour s'assurer que la nationalité a bien été octroyée bona fide, la Cour internationale de justice a élaboré ce qu'on appelle la théorie de la nationalité effective dans un arrêt très important rendu en 1955 entre le Guatemala et le Liechtenstein de l'affaire Nottebohm. Dans cette affaire, la Cour internationale de justice a considéré que la personne ne pouvait pas bénéficier M. Nottebohm ne pouvait pas bénéficier de la nationalité liechtensteinoise faute d'un lien effectif, d'un lien réel avec le Liechtenstein. Cette absence de lien réel montrait que la nationalité manquait, dit la Cour, de la sincérité qu'on peut attendre d'un acte aussi grave, c'est la naturalisation. Donc il s'agissait, elle manquait de ce lien bona fide qui est exigé par le droit international. Alors évidemment, de la pratique reste souple et le contrôle s'exerce principalement dans le cas des doubles nationaux qui acquièrent une deuxième nationalité par naturalisation. Dans le domaine de la personnalité morale, en revanche, on s'aperçoit du point de vue du droit comparé que deux grands systèmes se partagent en quelque sorte les solutions. Un système qu'on considère généralement de tradition continentale ou romano-germanique, qui est le système dit du siège social réel, une solution qu'on pourrait dire institutionnaliste, et de l'autre côté, une solution qu'on pourrait dire contractualiste, qui est le système dit de l'incorporation, système retenu dans les pays de tradition dite de common law, notamment les États-Unis, en Europe, les Pays-Bas, etc. Alors, dans le premier système, le système, disons, du siège social réel,
la nationalité, la société a la nationalité de l'État où elle a son centre de direction effective. Donc c'est cette réalité organisationnelle, institutionnelle, à laquelle est attachée la nationalité. Dans le système dit de l'incorporation, le système de common law, c'est un système contractualiste en ce sens que les parties choisissent et par le contrat d'association par lequel ils créent la société, les parties se soumettent à un système juridique, donc elle incorpore, c'est pour ça l'incorporation, la société conformément au registre de tel système juridique, et par cette incorporation, par cette soumission aux lois locales, la société prend la nationalité de l'État d'immatriculation. La caractéristique de ces deux systèmes est d'octroyer la nationalité sans considération de l'origine du capital. C'est-à-dire que peu importe la nationalité des actionnaires, la société, elle, a une nationalité distincte. Et du point de vue du droit international, cette indifférence de la nationalité de l'actionnaire a été reconnue dans un arrêt très important rendu en 1970 par la Cour internationale de justice dans l'affaire dite de la Barcelona Traction, Light and Power Company. Et en vertu de cette jurisprudence, le droit international admet les effets des deux systèmes, l'incorporation et le siège social réel, et considère que c'est au titre de l'une ou l'autre, de la nationalité de la société acquise par l'un ou l'autre des deux systèmes, que l'action internationale peut être introduite, et non pas au titre de la nationalité des actionnaires. Alors, il reste que la nationalité des actionnaires peut redevenir déterminante par exception, notamment dans le domaine de la protection de l'investissement à l'étranger. Mais le principe, c'est celui-là, le principe de la reconnaissance de la nationalité internationale octroyée par l'un ou l'autre des deux systèmes.